Si nos constructeurs ont créé certaines des voitures les plus géniales du XXe siècle, ils ont aussi commis des erreurs si monumentales qu'on pourrait presque les exposer au musée des occasions manquées. Aujourd'hui, je vous propose d'en découvrir 5 et de comprendre comment des décisions parfaitement sincères ont pu finir par coûter des fortunes. On démarre avec le numéro 5. Numéro 5, l'affaire Carlos Ghosn, 2018-2020. Avant que certains ne viennent en commentaire m'accuser de cracher sur le patrimoine français, je tiens à vous dire que j'aime profondément l'automobile française. J'ai grandi avec, j'ai roulé avec, j'ai cassé des trucs dessus. Mais aimer une marque, ça veut aussi dire regarder ses faiblesses droit dans les phares. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au tout début. Carlos Ghosn, c'est celui qui, à la fin des années 90, sauve Nissan du chaos financier. Un cost-killer brillant, au charisme hors norme, devenu PDG de Renault, puis président de Nissan, puis patron de l'Alliance, puis détenteur d'un pouvoir gigantesque jamais vu dans l'automobile moderne. Pendant presque 2 décennies, tout le monde, analystes, marché, gouvernement, le considère comme un génie. Et Renault ferme les yeux, tant que ça marche. Pourquoi remettre en question le fonctionnement interne ? C'est là que l'erreur commence. On est le 19 novembre 2018. Sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo Haneda, les procureurs interceptent Ghosn avant même qu'il n'entre dans le terminal. Et ce moment, cette image, va coûter à l'automobile française plus cher qu'un rappel mondial de boîte automatique. Officiellement, on lui reproche d'avoir sous-déclaré ses revenus chez Nissan entre 2011 et 2015, soit 5 milliards de yens par an. Il est soupçonné d'avoir utilisé des montages financiers pour masquer des rémunérations futures, d'avoir bénéficié de résidences à l'étranger payées par une filiale de Nissan et même d'avoir fait salarier sa sœur dans une mission, disons, peu documentée. Vrai, faux, je ne suis pas là pour rejouer le procès. Que Ghosn soit innocent, victime d'un coup monté ou responsable, peu importe ici, ce qui compte, c'est l'impact d'envergure sur l'industrie française. Du jour au lendemain, Renault perd son visage. Nissan coupe les ponts et chiffre les irrégularités à près de 300 millions d'euros. L'État français exige une gouvernance d'urgence et les marchés paniquent. La capitalisation du groupe plonge, les équipes sont tétanisées. Et l'Alliance, qui représentait la grande force de Renault, devient sa plus grande fragilité. Pendant 20 ans, Ghosn était l'Alliance. Renault détenait 43% de Nissan, Nissan 15% de Renault, sans droit de vote, un déséquilibre hérité de 99, accepté parce qu'il y avait confiance. Le jour de l'arrestation de Ghosn, l'action Renault plonge de 8%. Nissan vire Ghosn en 24 heures. Mitsubishi fait pareil. Et soudain, l'alliance devient un mariage forcé où chacun regarde l'autre avec suspicion. Les procédures explosent dans 13 pays. Nissan, Renault, les autorités financières américaines, les parquets japonais, les banques, tout le monde se penche sur le cas. Pourquoi est-ce une erreur coûteuse ? En cumulant les postes, patron de Nissan, patron de Renault, patron de l'entité qui chapeaute les deux, Ghosn devient littéralement l'homme orchestre de l'alliance. Et dans une alliance, le leadership doit être partagé. Sinon, le partenaire dominé finit par se rebeller. Quand le pilier tombe, tout l'édifice vacille. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En cherchant à aller vers une fusion complète, Ghosn franchit ce que les experts appellent le Rubicon managérial, la fameuse ligne rouge que Nissan n'accepterait jamais. Le Japon a vu ça comme une prise de contrôle française. La rupture diplomatique était écrite. Et puis Renault a un actionnaire très particulier, l'État français. Nissan aussi, car l'État japonais veille sur son industrie comme sur un trésor national. Ghosn, lui, traite ces deux acteurs comme s'ils n'existaient pas. Le jour où tout s'effondre, aucun des deux États ne le soutient. Enfin, pendant 20 ans, personne n'ose contredire Ghosn, et ses dérives ne sont jamais freinées. L'Alliance devient un château de cartes construit autour d'un seul homme. En 2018, l'automobile française perd son leader national, son influence en Asie et une part énorme de son avenir commun avec Nissan. Et ça oui, c'est l'une des erreurs les plus coûteuses de notre histoire automobile. Passons au numéro 4 qui est PSA et la crise de 2012-2013. PSA signe l'une des plus grosses pertes de l'histoire automobile française et ce n'est pas dû à la malchance, mais à une longue série d'erreurs stratégiques et opérationnelles qui ont explosé toutes en même temps, comme un moteur TU qui aurait oublié et qu'il manquait d'huile. Alors, revenons en arrière. Premier problème, PSA a mis presque tous ses œufs dans le même panier.
En 2012, 61% de ces ventes dépendent du marché européen, contre 50% pour Renault et seulement 40% pour Volkswagen. Et quand votre marché principal prend l'eau, vous coulez avec lui. Cette année-là, l'Europe connaît la pire crise automobile depuis 17 ans, et PSA perd 14,6% de ses ventes. Comme le dirait un mécano, quand votre moteur n'a qu'un seul cylindre, il a intérêt à être solide. Deuxième erreur, une internationalisation manquée. Le rapport Statorius est clair, manque d'ambition. Là où Renault cartonne au Brésil grâce à Dacia, PSA peine à s'imposer. Un potentiel énorme, jamais réellement exploité. Renault fait du Brésil son deuxième marché. PSA, lui, reconnaît ne pas avoir su saisir l'opportunité. Et quand vous ne compensez pas vos pertes européennes par des marchés émergents, vous vous retrouvez piégé. Troisième erreur, peut-être la plus coûteuse, le positionnement produit. PSA veut monter en gamme, mais se retrouve coincé entre deux mondes. D'un côté, les constructeurs généralistes low cost comme Renault, qui fabriquent à l'Est. De l'autre, les géants allemands qui dominent le premium. PSA, coincé au milieu, avec des voitures coûteuses à produire et qui se vendent moyennement. Avec 2,9 millions de véhicules vendus, PSA n'est que 9e constructeur mondial. Fiat expliquait qu'il faut attendre une taille critique d'environ 6 millions d'unités pour être rentable. La réalité, c'est que PSA n'a pas le volume nécessaire pour amortir ses investissements. Et dans l'automobile, sans volume, vous êtes un poids-plume sur un ring de poids lourd. Pendant que Renault s'allie à Nissan dès 1999 et crée un titan mondial, PSA hésite. Et quand le groupe finit par se rapprocher de General Motors, c'est déjà trop tard. Il faudra des années pour que les synergies portent leurs fruits. Années que PSA n'a pas. La famille Peugeot, actionnaire à 25%, aurait freiné les alliances capitalistiques. Ajoutez à cela des tensions internes autour de Philippe Varin, et vous obtenez un groupe qui navigue en pleine tempête avec un équipage incapable de s'accorder sur la direction à suivre. Au final, en 2012, PSA se retrouve avec 5 milliards de pertes, la fermeture d'Aulnay-sous-Bois, 11 000 suppressions de postes, la cession d'actifs pour plus de 2 milliards, des réductions de coûts, une baisse de stock, un marché principal en chute libre, une présence trop faible dans les pays émergents, des voitures trop chères à produire, une stratégie produit confuse, une taille insuffisante, des partenariats tardifs, une gouvernance instable, et tout cela aboutira à la plus grosse perte de son histoire. Passons à la suite. Numéro 3. Le rachat de Chrysler Europe par Peugeot, 1978. Nous sommes en 1978. Chrysler est au bord du gouffre. La filiale européenne du géant américain, Simca en France, Roots en Angleterre et Barreiros en Espagne, est elle aussi au plus mal. Peugeot arrive, pose $1 symbolique et repart avec des usines partout en Europe, des réseaux commerciaux entiers et l'opportunité de devenir le numéro 1 européen et le numéro 3 mondial. Dit comme ça, c'est le casse du siècle. Sauf que non, c'est probablement l'une des erreurs stratégiques les plus coûteuses de l'histoire de Peugeot. Alors pourquoi ça vire au cauchemar ? D'abord, le contexte catastrophique. PSA vient déjà d'avaler Citroën en 1976. Les équipes digèrent à peine l'intégration, les technologies à harmoniser, les réseaux à fusionner. Et voilà qu'on rajoute Chrysler Europe par-dessus. C'est comme si vous terminiez un marathon et qu'on vous demandait d'en courir un deuxième dans la foulée. Et pile à ce moment-là, la crise pétrolière de 1979 explose. Inflation, hausse des taux d'intérêt, chute des ventes, PSA passe dans le rouge. Timing désastreux. Ensuite, Chrysler Europe est un cadeau piégé. Quand Peugeot ouvre les tiroirs, il réalise une chose terrible. Il n'y a presque aucun projet viable dans les cartons. On transforme une Peugeot 104 en Talbot Samba. On greffe un moteur de 604 dans la future Tagora. On recycle les Simca 1307, 1308 en 1510 puis en Solara. Sauf que semé, la stratégie devient illisible. Peugeot veut effacer Chrysler ? Très bien. Il ressuscite Talbot en 79. Mais il la positionne où ? Dans le luxo sportif, avec des modèles techniquement dépassés. C'est comme annoncer une nouvelle marque de haute couture en réutilisant des vêtements de l'an passé. Les clients ne comprennent pas. Les réseaux ne suivent pas. Les concessionnaires changent d'enseigne tous les 2 ans. Simca devient Simca Talbot, puis Talbot Simca, puis simplement Talbot. Le Pentastar Chrysler reste sur certains modèles comme l'Horizon. Confusion totale. Et puis il y a les usines et les grèves. Poissy, ex-Simca, est en crise permanente. La production s'effondre, le climat est explosif. En 1983, quand Peugeot lance la 205, Poissy est paralysé. Le timing aurait pu tuer PSA. Enfin, Talbot n'a jamais eu sa chance. La Samba se vend correctement. L'Horizon résiste un peu. La Tagora reste un ovni. Mais aussi modèle
Mais aucun modèle n'a les moyens de rivaliser en marketing, en images, en investissement. Pendant ce temps, PSA comprend qu'il doit sauver l'essentiel. Peugeot et Citroën. Les futures stars sont déjà en approche. BX 1982, 205 1983, 309 1985, 405 1987. Talbot est sacrifié. 1986, disparition en France. 1987, fin en Europe. 1992, la toute dernière Talbot disparaît en Angleterre, un utilitaire express. Alors, erreur ou réussite ? Les deux, car sans Chrysler Europe, PSA n'aurait probablement jamais survécu aux années 80. Avant de passer au numéro 2, vous connaissez les règles. Abonnez-vous si vous voulez soutenir le travail d'enquête et éviter de rater la suite de ce classement. On continue. Numéro 2, les rappels massifs d'airbag Takata chez Stellantis, 2009-2019. Là, on bascule dans une affaire qui dépasse largement Stellantis, largement la France, et même largement l'industrie automobile. Si elle mérite la deuxième place des erreurs les plus coûteuses des constructeurs français, c'est parce que Stellantis a pris cette bombe à retardement en pleine figure, au même moment où elle explosait, parfois littéralement, partout dans le monde. Et je vous le dis d'emblée, rarement une technologie censée sauver des vies aura autant mis en danger des millions d'automobilistes. Tout commence chez Takata, au Japon. Un équipementier réputé, fondé en 1933, spécialisé dans les ceintures, les airbags, les protections d'enfants, bref, le cœur même de la sécurité. Sauf qu'à partir des années 2000, Takata fait le choix industriel désastreux d'utiliser du nitrate d'ammonium comme agent de déploiement dans ses airbags. Un produit instable qui réagit très mal à la chaleur, à l'humidité et au temps. Résultat, les capsules métalliques se dégradent, gonflent, rouillent et finissent par exploser comme des grenades. Et je n'exagère pas car des fragments métalliques sont projetés directement dans le visage des conducteurs. On compte aujourd'hui une 30aine de morts dans le monde, dont au moins 20 en France. La majorité dans les régions chaudes et humides, exactement le climat où ces airbags vieillissent le plus vite. Entre 2009 et 2019, Citroën, DS, Peugeot, Opel, toutes les marques qui finiront dans Stellantis ont installé ces airbags Takata dans des millions de voitures. À l'époque, personne ne soupçonne la gravité du problème. Pas même les autorités. Mais le scandale mondial éclate en 2014 et Takata est accusé d'avoir dissimulé les résultats des tests pendant des années. S'ensuit alors le plus grand rappel automobile de l'histoire, avec près de 200 millions d'airbags à remplacer dans 30 pays. En Europe, on pense d'abord être épargné. Le problème toucherait surtout les usines américaines. Erreur ! Des cas mortels apparaissent aussi en France, notamment en Outre-mer. Stellantis lance alors plusieurs vagues de rappels. Un premier rappel en 2020, un autre en 2023, un rappel massif début 2024, puis un gigantesque rappel en 2025. Au total, plus de 600 000 Citroën C3.2 et DS3.1 sont concernés, rien qu'en France. Et les autorités commencent à paniquer. En février 2025, 2,3 millions d'airbags potentiellement dangereux circulent encore sur nos routes. En juin 2025, après un nouvel accident mortel, le ministère immobilise 800 000 véhicules supplémentaires. Et à partir de janvier 2026, un véhicule non réparé sera refusé au contrôle technique. Stellantis n'est pas le seul fautif, loin de là. Mais sur le territoire français, c'est le groupe le plus massivement touché, donc le plus impacté. Passons au numéro 1. Numéro 1, Renault et l'affaire Avtovaz, 2022. Notre numéro 1 est l'erreur la plus douloureuse et probablement la plus méconnue du grand public. Ironiquement, elle ne concerne ni une voiture, ni une plateforme, ni un moteur raté. Non, elle concerne un pays. Un pari industriel gigantesque. Et une sortie de scène à un rouble symbolique, pour plus de 2,2 milliards d'euros de pertes. Bienvenue dans le cas Renault-Russie. Et si vous pensez déjà connaître l'histoire, restez avec moi car derrière les titres des journaux, il y a une vraie stratégie industrielle. Quand on remonte le fil, le losange n'a pas découvert la Russie en 2022. Renault y a mis un pied solide dès 2008, en entrant au capital d'Avtovaz à hauteur de 25%. Une usine bureaucratique vieillissante, sous-investie, mais assise sur un marché colossal. Et Renault va s'acharner, au sens noble, pour la relever. Pendant plus de 10 ans, la marque investit, restructure et modernise. On parle de plus de 2 milliards d'euros injectés pour remettre Avtovaz au niveau des standards internationaux. Et en 2018, miracle, Lada repasse dans le vert. Renault devient leader du marché russe. Près de 500 000 véhicules vendus en 2021, dont 400 000 Lada. La Russie devient son deuxième marché mondial, derrière la France. Et elle pèse 10% du chiffre d'affaires, 12% de la marge opérationnelle. Et selon certaines analyses, plus de la moitié du résultat opérationnel de la division automobile grâce à RSI, la banque interne. C'est massif,
Vous voyez le tableau ? Pour Renault, la Russie n'était pas un simple pays. C'était un pilier stratégique, une bouffée d'oxygène après l'affaire Ghosn. Le cœur de son plan industriel commun Renault-Dacia Lada. Et tout s'écroule en quelques semaines. 24 février 2022. La scène politique a radicalement changé. Les sanctions pleuvent. Les constructeurs automobiles quittent la Russie. Renault, lui, temporise. Après tout, personne ne lui en avait voulu en 2014, lors de la Crimée. Et l'État français, actionnaire à 15%, n'avait donné aucune consigne. Mais le 23 mars, Renault est cité. On demande son retrait immédiat. Et là, d'un coup, rester devient impossible. Impossible industriellement. Les usines n'ont plus de pièces. Impossible financièrement. Elles brûlent du cash. Impossible politiquement. L'État français n'assumera pas. Impossible médiatiquement. Le 16 mai 2022, Renault annonce la vente. Avtovaz transféré au NAMI, Institut d'État, Renault Russie, à la ville de Moscou. Montant de la transaction, 1 rouble. Un retrait qualifié de nécessaire, qui ressemble à une nationalisation déguisée. Conséquence immédiate. Dépréciation d'actifs, 2,2 milliards d'euros. Effondrement des volumes. Amortissement industriel ruiné. Capitalisation boursière divisée par 2. Plateforme Dacia Lada compromise. 10 ans d'efforts évaporés. Et le plus ironique dans tout ça, Renault bénéficie d'un droit de rachat au même prix, 1 rouble, pendant 6 ans. Une clause presque surréaliste, tant l'avenir du marché russe est incertain. Alors pourquoi est-ce, selon moi, l'erreur la plus coûteuse ? Parce que Renault s'est surexposé à un marché politiquement instable. Parce que le losange a mis trop d'œufs dans le même panier. Parce qu'un conflit, même improbable, n'est jamais un risque à 0%. Et parce qu'en pariant aussi massivement sur la Russie, Renault a joué gros, très gros. Et elle a perdu gros. Et elle a perdu gros. Voilà. Une erreur stratégique, géopolitique, financière et pourtant presque invisible pour le grand public. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, likez la vidéo si ce genre de contenu vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner car on se retrouve très bientôt dans le garage français.